long rebound. Steph, no timeout with 6. At 5, Curry for the lead. The game's a game. The game's a game. The game's a game. The game's a game. Always. Bonjour à tous. Pas de NBA ou de WNBA dans le podcast aujourd'hui, même si on va parler de joueurs et de joueuses qui seront peut-être très bientôt et qui peut-être y brilleront aussi. On va plutôt se pencher sur le NCAA Tournament, la March Madness chez les garçons et chez les filles. Ça démarre cette semaine et même si vous savez qu'on adore le basket universitaire avec Antoine et Théo, j'ai quand même fait appel à deux amis qui se trouvent être des éminences en la matière, en basket en général, mais quand même des experts aussi en basket universitaire. Pour cette occasion, Lohan et Ghislain, que vous avez déjà vu sur la chaîne, que ce soit pour parler draft, March Madness, WNBA, ce coup-ci, on les a réunis pour parler des deux compétitions, du tournoi garçon, du tournoi filles. Les amis, je suis ravi de vous avoir aujourd'hui pour ce podcast. Je dis souvent que quand je ne sais pas quelque chose, ce qui arrive quand même assez souvent, notamment en basket universitaire, et que j'ai besoin d'un avis sur un joueur, une joueuse, une équipe, vous êtes les deux personnes que je consulte automatiquement, auxquelles j'envoie un message. Donc c'est aussi pour ça que vous êtes là, au-delà de la simple amitié entre nous. Voilà. Petit point sur vos actus rapidement. Lohan, tu travailles toujours à l'ASA en Elite 2. Ouais. Anciennement Pro B je pense qu'il y a la moitié de nos auditeurs qui ne savent pas qu'on appelle ça Elite 2 et que c'est plus la Pro B. Comment ça se passe cette année ? Est-ce que tout va bien pour toi et pour l'équipe ? La dernière fois, on s'est quitté sur une finale. C'était cool, tu vois. Mais bon, ce qui arrive une fois dans une vie, on va dire, ça redescend un peu. Tu peux pas faire aussi bien. Donc cette année, on est toujours en course pour les playoffs et on espère qu'on va se qualifier, malgré toutes les embûches qui ont été sur notre chemin cette saison. Bon, déjà le club se maintient. Normalement, c'est ce qui n'est pas toujours simple voilà. Donc ça c'est déjà très bien. Donc suivez les résultats de l'ASA. C'est quoi le prochain match ? C'est Antibes, tu nous disais, c'est le déplacement de l'extra. Non, je dis ça, c'est peut-être pas une bonne idée parce qu'on l'enregistre en fin de week-end. D'ailleurs, il y a pas encore, on n'est pas encore en mode bracketologie parce que les brackets sont pas encore tombés. Donc peut-être que d'ici là, ce sera pas le même calendrier. Mais c'est les prochains matchs, c'est contre qui du coup ? Prochain match là, on s'en va à Évreux. Ouais. Et on reçoit ensuite Saint-Chamond. Très bien. N'hésitez pas ça accélère là. à continuer de suivre les résultats de l'ASA et les réseaux sociaux de l'ASA dont tu t'occupes, notamment Lohan. Clairement. Gis, je connais déjà la réponse, mais ton début d'année 2026, tu es toujours sur un rythme de consommation hardcore à faire pâlir tous les scouts du monde entier, entre la NCAA, Unrivaled, l'Euroleague, les tournois de qualif pour la Coupe du Monde. Voilà, tu es sur un bon rythme, j'imagine. Ouais, il y a beaucoup de matchs en ce moment-là. Qu'est-ce que tu as pour les gens qui nous demandaient un petit peu par mail, parce que c'est vrai qu'on a honteusement pas trop parlé d'Unrivaled ces dernières semaines. Qu'est-ce que tu as pensé de la compète de la deuxième saison, de tout ce qui s'y est passé ? Est-ce que tu as trouvé ça cool ? Est-ce que ça t'ennuie le format ? Qu'est-ce que tu en as pensé un peu ? D'un point de vue marketing, c'est quand même vachement bien réussi. D'ailleurs, quand on voit les chiffres d'augmentation financière, c'est assez bluffant d'une année sur l'autre. Après, ouais, c'est cool de revoir les joueuses surtout, quoi. Et puis de regarder un peu les aspects sur des aspects un peu plus individuels. Parce que le 3-3, tu te caches pas, quoi. Tu peux pas mettre une joueuse en défense dans le corner, etc., quoi. Donc ça cible un peu plus les défauts et les qualités des joueuses. Après, sur le jeu proprement dit, c'est beaucoup plus du show, quoi. Il y a moins. Enfin, moi, il y a moins d'aspect tactique dans le 3-3, donc forcément, je trouve ça un peu moins intéressant. Mais bon, c'est cool, quoi. Les filles sont. Enfin, il y a une vraie sororité là autour de la ligue, c'est assez marrant. Donc, puis il y a un casting toujours cool, quoi. Ça, c'est aussi d'avoir les stars, la plupart des stars. Il manque 4-5 joueuses, et puis sinon, tu aurais les meilleures joueuses du monde, quoi. En gros, il en manque 4-5, quoi. C'est tout, quoi. C'est ça. Donc, c'est quand même assez cool de les voir comme ça, quoi, dans ce genre de compétition, quoi. Très bien. Je vous propose qu'on attaque du coup avec le tournoi garçon. On a quand même on a notre public qui est majoritairement NBA qui suit parfois beaucoup, parfois de plus loin la saison universitaire. Donc on va quand même commencer par des noms qui parlent un peu aux gens et les gens ont envie de savoir. C'est un peu l'intrigue de l'année sur la draft. Quel joueur parmi les trois, je les appelle les trois zozos, entre Darin Peterson, AJ Dibonsa, Cameron Boozer, lesquels seront les plus intéressants à suivre pendant le tournoi, lesquels ont le plus de chances d'être de vrais très bons joueurs NBA. Voilà, votre avis va intéresser les gens, je pense.
On peut commencer. Allez, moi je vais commencer par vous demander ce que vous pensez de Darren Peterson, parce que c'est quand même un mystère ce garçon, je Hmm, trouve. L'arrière de Kansas, pour ceux qui n'ont pas suivi, qui est attendu. C'est peut-être celui qui a été le plus régulièrement cité comme numéro un ces derniers mois, je dirais. clairement. Voilà, qui est Mm. extrêmement bon quand je le vois jouer sur le terrain. Je trouve qu'il est vraiment, il a un jeu mature, il sait faire énormément de trucs. Par contre, le mystère, c'est qu'il a l'air de demander à sortir des matchs un peu quand il veut et semble jouer à la carte. Alors, il a un coach qui est quand même très référencé en NCAA. Bill Self, c'est pas n'importe qui. Donc ça m'intrigue un peu cette dynamique. Pourquoi est-ce qu'il ne fait pas certaines fins de match? Pourquoi il a l'air de vouloir jouer à la carte? Est-ce qu'il s'économise pour la draft? Est-ce que c'est un peu en mode Ben Simmons à l'époque avec LSU qui s'en fout un peu de l'équipe? Qu'est-ce que vous pouvez me dire à son sujet, Lohan, par exemple, pour Darren Peterson? Qu'est-ce que tu penses du joueur et est-ce qu'il y a vraiment un mystère autour de lui? Moi, je trouve le joueur vraiment bon. Je trouve que dans la logique du début de saison où il est logiquement premier des mock drafts, ok. Mais évidemment, il y a cet aspect mental des matchs importants où il est en DNP pour maladie, ok. Mais faire DNP sur 3 matchs importants, c'est un peu chelou à force. Demander à sortir des fois, des sélections de tirs qui sont un peu hasardeuses sur certains matchs, comme s'il en avait pas grand-chose à faire. C'est sûr que Kansas, le niveau, je pense qu'on les attendait plus haut aussi cette année. Ça a été un peu en déclin au fur et à mesure de la saison. Est-ce que c'en est une cause potentiellement? Parce que si on n'a pas à Kansas l'esprit d'équipe qui fait que ça reste un vrai blue blood, mais là c'était un peu compliqué. Donc je pense que là, Dibanza a beaucoup à jouer sur cette March Madness, qui se réveille vraiment, qu'il arrête de tricher, parce qu'à un moment, en fait, sur toute la fin de saison, ça s'est vu, quoi. Mine de rien, quand même, je trouve les trucs, les séquences où il demande à sortir un peu curieuses, parce qu'il demande littéralement, il fait un signe au coaching staff de le sortir, c'est Mm. assez fou. Mais par contre, vraiment, mais sur certains des matchs, notamment le match contre BYU et Dibanza, il avait été très très bon. Et j'ai l'impression que c'est. Je me demande juste si ça va lui coûter la place de first pick ou pas. Et je me demande si sur un tournoi là, comme celui-là, où Kansas est quand même toujours attendu au tournant, est-ce qu'on va le voir à son vrai niveau? Est-ce qu'il va jouer à fond? Est-ce que là aussi il va s'économiser? Je suis assez curieux de voir ça. Je sais pas Mm. Gis, ce que tu as pensé du joueur. Est-ce que tu penses du joueur depuis qu'on le voit un peu sur la scène? Moi, je trouve qu'il est blessé. Je pense qu'il est blessé. J'ai regardé quelques images du lycée Mm. pour avoir un peu, parce que là, forcément, ils sont freshmen, ils jouent pas beaucoup. Donc, je me suis dit, vu que tout le monde l'annonçait, j'ai regardé un peu et je trouve qu'il était beaucoup plus aérien, Mm. qu'il allait beaucoup plus au cercle. Alors, l'opposition Mm. est plus faible au lycée, mais dans les attitudes, dans le drive, là, en fait, il se sert beaucoup de son tir maintenant. Et il Ouais. peine à aller au panier. Et je me demande s'il n'a pas des soucis au dos, parce que tu vois qu'il a du mal à exploser au cercle, alors que pourtant son tir, enfin franchement, enfin la qualité de ce joueur, c'est son tir, quoi. Il a un shot making absolument complètement dingue. Et je trouve que du coup, s'il va un peu moins au drive, ça perd un peu de force dans le profil. Et surtout qu'en plus, je trouve pas que c'est un bon passeur. C'est un très bon scoreur, mais le playmaking, j'ai un peu de mal pour les autres, quoi. Donc, par contre, ça reste un shooter. Je pense que c'est un shooter complètement dingue, hein. Mais vraiment, au niveau de création de tir pur à 3 points et tout, en plus, il a déjà beaucoup de volume à 3 points, etc. Donc, je pense que ça va bien se transcrire. Il y a pas de. Moi, je pense pas qu'il y ait trop de red flag, sauf si effectivement il est vraiment blessé et que la blessure serait un peu grave, quoi, derrière, un peu cachée. Mm. Mais bon, les staffs NBA, ils sont quand même costauds là-dessus pour réparer s'il y a des petits bobos. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il joue pas à fond et que c'est pour ça qu'il sort et ils veulent pas trop tirer sur la corde parce que on le sait, hein, si le gars il se pète juste 2 mois avant la draft, ça peut. Là, ce qui s'est passé avec Caleb Wilson d'ailleurs qui se blesse juste avant, Mm. ça peut peut-être descendre Ouais. sa cote aussi, quoi. Donc Ouais, Caleb voilà. Wilson qui était un peu le quatrième larron qu'on évoquait un peu en outsider pour être drafté très très haut et qui va pas jouer, qui va pas faire le tournoi. Ouais. Joueur très 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 athlétique. Et on en a parlé ensemble. Vous étiez un peu plus sceptique sur le garçon, mais ça reste un profil athlétique et qui va dans tous les cas a priori être pris assez haut, hein, à moins qu'il y ait des red flags au moment des workouts. Ouais. C'est le profil, les genres de Le profil très potentiel, quoi. athlétiques. Voilà, le potentiel Mm. athlétique est assez fou et ça plaît en général. Et du coup, Peterson avec Kansas, que là pendant le tournoi, vous voyez ça comme un problème ou est-ce que ça devrait pas poser de soucis et Kansas sera dans tous les cas pas trop loin du compte à la fin?
Je les vois quand même par rapport, juste au niveau de l'équipe, je trouve ça moins puissant que d'autres gros, moins complet. Donc, aller jusqu'à moi, je les vois pas atteindre l'Elite 8 cette année, par exemple. Ok. Avec, potentiellement, Peterson, diminué, trichant encore pour, cacher des choses potentiellement. Bah, c'est une équipe Hmm. à se prendre un upset, mais dingue! Un Mm. un upset, Ouais. contre Lehigh là, un petit 3-14 là, un petit 3-13 là, Ouais, ça peut pas faire on n'a mieux. pas encore exactement les classements, enfin le bracket comme je vous disais tout à l'heure. Donc Mm, là, mm, mm. Ouais. on spécule un peu, mais finalement c'est pas le plus important. On parle d'équipes dont on sait qu'elles sont présentes, voilà. Mais ouais, Gis aussi, tu vois peut-être un upset, c'est pas une équipe qui. Bah, c'est un peu compliqué parce que s'il peut pas jouer, Hmm. Peterson, la création de l'équipe. Alors moi j'aime Ouais. beaucoup Bidunga, J'allais te dire que Oui, personnellement. j'allais dire que c'est un joueur que j'aime Je bien pense aussi, que à l'intérieur. Ouais. je pense que c'est un super étonnant. profil. Hmm. D'ailleurs, un super profil pour la NBA, mais c'est un joueur de rôle, quoi. Donc, Ouais. c'est pas lui qui va prendre la création totale de l'équipe. Donc, j'ai un peu de mal derrière, ouais, à voir. En tout cas, dans les matchs que j'ai vus, après, c'était plus pour regarder justement pour scouter un peu plus les profils de la draft. J'ai pas vu d'autres joueurs capables vraiment Hmm. à Kansas de prendre Non, les choses en main. Et on le sait qu'au tournoi, bah, c'est les meilleures équipes du pays. Et donc, à un moment, il faut qu'il y ait un joueur qui soit capable d'en mettre 30, hein, des fois, pour passer. Donc, clairement. j'ai Et un peu de souvent, mal c'est s'il sur n'est la pas là. ligne arrière qu'il est ce mec, donc Ah oui, oui, c'est clair. Bon, Donc, voilà. ne mettez pas Kansas trop loin dans vos brackets, hein, si vous voulez nous suivre. A priori, ouais, ça aura du mal à Mm. aller loin. Une équipe que, ouais. à mon avis, Lohan, tu vas mettre un peu plus loin en toute objectivité, à mon avis, hein. Et ça nous permet de parler à la fois de l'équipe, qui est un Ouais. incontournable, hein, les Duke Blue Devils, et de leur jeune star, Cameron Boozer, fils de, pour ceux qui suivent depuis longtemps, fils de Carlos Boozer, l'ancien All-Star du Jazz et des Bulls notamment. Ouais. Alors, je te demande pas ce que ça vaut, Duke. Je pense que tu seras. C'est toujours une Ouais. équipe que tu aimes beaucoup et que tu as raison de nous vendre comme l'équipe référence. Qu'est-ce que vaut Duke cette année? Qu'est-ce que vaut Cameron Boozer? Il fait quand même, il a des stats assez dingues. Et qu'est-ce qu'il vaut aussi Exceptionnel. dans l'optique de la draft et d'une arrivée en NBA? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Bon, Cameron Boozer, ce sera sans très grande surprise, je pense, le joueur et le freshman de l'année au niveau national, avec tout ce qu'il a fait, sa régularité surtout. Le nombre de matchs, même pas en double-double, mais juste en 20-10, c'est assez exceptionnel la régularité du gars. C'est un joueur, c'est un poste 4, smooth, mais quand même très académique, qui est capable de quand même shooter à 3 niveaux. Il a quand même un shoot à 3 points assez fiable, même si, niveau de la création, évidemment, sur un extérieur, ce sera pas derrière la ligne qui criera beaucoup. Mais c'est sûr que là, en universitaire, ça marche. Je comprends les sceptiques comme Gis un peu sur comment ça va se retranscrire sur la NBA. Mais ce qui est sûr cette année, c'est que pour le tournoi, Duke aura besoin de lui évidemment. Ils auront besoin aussi d'Isaiah Evans sur la ligne arrière parce que Duke jouera très probablement sans son meneur titulaire qui s'est blessé Hmm. au pied et probablement avec son pivot titulaire quand même, Pat Gangba qui sera de retour, mais ce sera quand même un effectif diminué. Donc on attendra aussi quand même le frère jumeau de Monsieur Cambouzer, Caden, au tournant. Ok, bah, Sur, on est d'accord, ils ont pas exactement le même physique et tout ça, hein, Non, 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 on non, est c'est d'accord, un non, hein, non. externe et ouais, plutôt un intérieur. Ouais. exactement. Ouais. Ouais. Pour des jumeaux, c'est assez marrant, mais je l'ai vu Ouais, mais ça fait sur une un highlight. Ouais. relation 1-4 exceptionnelle. Ouais, bah ouais, je l'ai vu sur il a marqué un panier qui a fait un peu le tour ces derniers jours, là, j'ai vu ça. Et je me Ouais. suis dit, putain, mais je savais qu'ils jouaient pas au même poste. Enfin, je les avais vus, notamment les équipes de jeunes américaines, il y a quelques années, mais c'est assez marquant quand même, là, la Ouais. différence de développement entre Cameron et Caden, hein, c'est ça que je dis pas de bêtises. Ouais, Caden, Caden, ouais. ouais. Caden. Et donc, Duke, ça peut quand même ça peut quand même faire quelque chose. Oh. Ça, je pense que ça ira Normalement, pas, j'espère que ça ira loin. Moi, je pense qu'au moins, Elite 8, avec Hmm. cet effectif-là et tout le monde qui prend ses responsabilités, c'est facile. Bon, c'est sûr que, ouais, jouer sans meneur titulaire, qui aurait pu apporter Caleb Foster, dans sa 3e année, Hmm. qui était vraiment très fort, ça va faire un peu de mal et je pense que les chances au titre final, sont un petit peu aménusées par ça. Mais après, ça reste un tournoi où tout reste possible et
selon la part dans le bracket où ils sont, potentiellement, le trajet sera plus facile. Donc, Et Gis, on verra Boozer, bien. qu'est-ce que t'en penses de Boozer un peu? Parce que Lohan le laissait entendre que t'étais moins Bah, haut sur lui. disons qu'au niveau, ouais, au niveau NCA, ça domine parce que son post-up domine, parce que physiquement, et puis en fait, il a une qualité par contre, c'est que pour un joueur de 18 ans, enfin 18-19 ans, un freshman, quoi, il est extrêmement prêt physiquement. Ouais. Et il domine physiquement en fait tous les joueurs de NCA. Le problème que j'ai, moi, c'est plus avec la transposition NBA, où à mon avis, il va plus dominer physiquement. Et donc, tout son jeu de post-up qui crée des décalages, qui crée des prises à deux, etc., je pense qu'en NBA, on ne l'aura pas. Et donc, j'aime bien le profil, mais j'ai du mal à voir le profil en NBA de créateur qu'on annonce, en fait. Moi, je fais une comparaison, on en discute souvent avec des amis qui font un peu de scouting. Je trouve qu'il ressemble un peu à Julius Randle. Je pense que c'est un joueur qui ressemble un peu dans le style, c'est-à-dire un créateur un peu secondaire, un peu tertiaire, quoi, qui peut faire un peu de post-up, mais qui n'est pas un créateur principal. Et le truc, c'est que ça dépend comment on le vend, en fait. Et C'est ça. j'ai l'impression qu'à la draft, il est vendu comme un créateur à haut volume de scoring. Ouais. Et ça, j'ai du mal à le voir en NBA. Par contre, en NCAA, c'est fort. Et Ouais. moi, je suis un peu plus chaud sur Duke, hein, personnellement, notamment par la défense. Je trouve que c'est une équipe qui. Ouais. Enfin, John Scheyer, franchement, c'est incroyable. Enfin, Très bien, John c'est Scheyer, peut-être hein. le coach c'est peut-être le coach qui se rapproche le plus de ce qui est fait en NBA. En plus, donc il prépare Ouais. vraiment ses joueurs. Il y a beaucoup de défense qui est similaire à la NBA, etc. Donc, je trouve que leur défense est complètement dingue. Puis moi, j'aime beaucoup Isaiah Evans aussi. Je trouve que c'est un super joueur. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'endormir dessus à la draft, vont pas le voir venir. Et à mon avis, ça va être un Ça super va role être, player en NBA, quoi. avec un bon tournoi, il sera fin premier Mm. tour et il Je sera. serais même prêt à le prendre dans le top 15, moi, personnellement. Mais voilà. Ouais, Donc, selon ce qui se passe. Mais bon, vu la classe de freshman quand même qu'il y a cette année, c'est le potentiel après qui Ouais. fait des fois passer au-dessus. Ouais. Mais bon. Mais ouais, non, je pense que Duke peut faire un coup. Après, de toute façon, Duke, ils sont toujours là, globalement. Ouais. C'est jamais très loin. Ouais. Très bien pour Duke, on peut passer au troisième et dernier larron. Du côté de Brigham Young University BYU, AJ Dibonsa. Bon, moi personnellement, depuis le début de la saison, alors c'est celui que j'ai le plus regardé, donc je suis peut-être un peu biaisé, c'est celui dont j'ai vu le plus de matchs et de résumés de matchs, et celui dont le potentiel aussi me semble le plus excitant, on va dire. Dibonsa cette année, c'est quand même pas mal au niveau statistique, c'est pas mal au niveau de l'implication, de la régularité, Ouais. je trouve. On voit un peu les atouts qu'il pourra mettre à l'œuvre en NBA, et ce qu'il va faire, qu'il sera drafté haut dans tous les cas, même si c'est pas en première place. Voilà. Alors pareil, tu disais Gis, et tu fais très bien de dire que ça dépend comment on le vend, ça dépend ce qu'on attend des joueurs en question. Est-ce qu'on attend de lui que ce soit une superstar, un joueur qui fasse un two-way player? Ce sera la question le moment venu. Moi, je trouve quand même que c'est un jeune joueur au potentiel excitant, avec ce qui me semble être une mentalité assez cool. Et moi, c'est mon préféré sur cette cuvée-là. Est-ce que, toujours dans l'optique du tournoi, on essaie de remettre ça un peu en perspective dans le tournoi, et puis ensuite après, par rapport à la draft et la NBA, qu'est-ce que vous pensez d'AJ Dibonsa? Moi, j'adore le joueur. Je le trouve complet quand même et en progression constante quand même sur la saison. Il choisit un programme coaché par un ancien assistant NBA, évidemment, donc ça aide pour la prépa pour la suite. Un programme où quand même il sait qu'il a des responsabilités, qui est quand même dans une très bonne conférence. Donc il a pu se préparer franchement toute la saison. Au niveau de ce que BYU a fait cette année, c'est en progression quand même par rapport à ce qu'ils font l'année dernière. L'année dernière, il y avait quand même Egor Diomin qui aidait beaucoup. Par contre, là, BYU, ça fait 1 mois ou 2, je sais plus, qu'ils ont perdu Richie Sanders. Donc senior, joueur reconnu à côté de Dibonsa qui a apporté beaucoup au scoring aussi. Donc ça, pour le tournoi, ça va être, je pense, une bonne perte aussi. Je pense que c'est une équipe qui pourra faire des coups si évidemment Dibonsa répond au rendez-vous. Et je pense qu'il le fera évidemment. Parce qu'il sait que, comme beaucoup de joueurs, il a beaucoup à jouer sur cette semaine-là qui arrive. Donc je pense que là, si en 2 matchs, après le tournoi qu'il nous a fait en battant des records de Kevin Durant là en play-off de conférence, il continue à aller aussi loin, c'est bon, il lui file le premier pick et Il c'est a acté. claqué un match à 40 points au début, là, c'est ça, j'ai vu celui-là, c'est Ouais. celui que j'ai vu. Après, j'ai moins Ouais. vu les perfs, mais.
Ouais, match à 40 et après, en enchaînant les points, il a battu le record en cumulé de Durant sur le tournoi de conf. Donc, Ça va, c'est pas mal. chaud. C'est un bon Ouais. référent. Faut pas non plus placer la barre trop haute. Moi, voilà, les comparaisons. S'il a fait mieux Kevin Durant, ça veut dire que bon, voilà, Ouais, on surtout va que être, les joueurs se on ressemblent va être pas du prudent. tout en plus. Donc, Non. Non, voilà. pour le coup. Juste ton Non, avis non. sur AJ Dibonsa? Alors j'aime bien. Je pense que c'est le joueur, quand on parlait tout à l'heure de Caleb Wilson, qui était plus un athlète qu'un basketteur, je pense que c'est le joueur pour le moment qui est le plus. Non, mais c'est la Oui, réalité, oui, quoi. bien Pour le sûr, bien moment, sûr. c'est une page blanche, en fait, Caleb Wilson, quoi. En niveau basket, quoi. Mais par contre, c'est bien Ouais. parce que tu peux lui faire apprendre aussi, comme ça, du Ouais. coup. Donc c'est cool aussi. La chose, c'est que je trouve que c'est le côté athlétique et basket qui est le plus médian, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a le côté athlétique énorme et il a déjà du basket, en fait. Mhm. Donc ça, j'aime bien. Il est grand, hein. Enfin, bon, je sais pas, il a annoncé à 2,6, je crois, 2,06 m. Après, on verra au combine parce que des fois, Ouais. les dates, les tailles, bon, hein, faut attendre. Mais bon, sur le terrain, il paraît très, très grand quand même. Moi, Très, très grand, je très je l'ai physique. vu à Paris. Je l'ai vu à Paris en 2025. Il est super grand, hein. Enfin, il a l'air Ouais, très ouais, grand. ouais. Bah, Il ça a se l'air voit, ouais. d'avoir de l'envergure. Il est impressionnant Ouais, de près. immense. Et donc, moi, j'adore tout l'aspect, bah, le drive, le fait d'aller au panier, d'aller provoquer des fautes. Enfin, il obtient un nombre de lancers francs au niveau NCAA qui est complètement dingue. Ouais. Ça, après, il faudra voir comment ça se traduit, tu vois, en NBA. Mais je pense que quand même, avec les qualités athlétiques, il y a des chances que ça marche. Donc moi, j'aime bien. Après, je pense pas que ça soit non plus un créateur primaire, quoi. C'est peut-être plus un secondaire. Mm. Peut-être plus. Moi, je le vois un peu comme. Je vais donner une comparaison, hein, c'est jamais facile, mais je trouve que c'est un Jalen Brown un peu plus grand. Mm. Un peu dans le style, c'est-à-dire des joueurs qui sont capables de se créer, de driver un peu, d'être Mm. athlétiques, mais par contre avec des dimensions plus grandes. Donc ça, c'est quand même super bien, notamment défensivement, parce que moi, je suis pas un grand fan de la défense de Jalen Brown, par exemple. Mais là, je trouve quand même intéressant. Donc moi, c'est peut-être lui des trois où je me dirais qui a le plus de potentiel, parce que je pense que le meilleur basketteur actuellement des trois, c'est Peterson. Mm. Mm. Mais il y a peut-être un peu moins de potentiel, on va dire, athlétique, physique, et donc qui peut se dire, bon, bah, si ça explose. Donc, je pense que c'est peut-être lui des trois que je préférerais en first pick en me disant, c'est le bon alliage euh, physique et puis skills déjà un peu développés, quoi. Ouais, Mais surtout que une grande partie aussi dépendra de l'équipe qui sera première, mais dans les plus grandes probabilités, ce sera sûrement Indiana, donc aussi. ça pourrait être super cool à Indiana. Ouais. Indiana, ce Avec serait le fit Haliburton, parfait. enfin, il aurait un créateur à côté de lui pour lui, et puis il pourrait courir en transition, driver sur les décalages. Enfin, voilà. Mais je suis pas sûr que ça soit quand même un porteur de balle, on va dire, primaire, un franchise player, quelqu'un qui va Non, prendre pas tout de suite. 35% d'usage et puis qui va jouer tout en NBA, quoi. Donc, Faut pas mais j'aime qu'il bien faut, quand même, c'est faut pas intéressant, qu'il quoi. finisse au Mavs et que Jason Kidd le mette meneur, quoi. Ça, je sais rien, Il quoi. aime bien faire ça, Ouais, Jason Kidd. c'est vrai qu'au Mavs, ça serait pas forcément terrible avec, ça fera un peu doublon par moment Ouais, avec Cooper Flag, clairement. même si je pense que le potentiel de Cooper Flag est largement au-dessus, hein. Tous les gens qui ont dit que Cooper Flag ne serait pas top 6 de cette draft, Non, je mais pense, moi je le prends en premier, Faut se Cooper calmer. moi Flag, hein, aussi, non, Faut se personnellement, mais calmer. pour avoir Faut scouté se tous les calmer. joueurs, hein. non, mais évidemment. Ouais. Et moi, Bref, et voilà. moi, j'aimerais enfin qu'il y ait un Congolais ou un joueur d'origine congolaise drafté haut qui ne me déçoive pas à la fin. Après Emmanuel Mudiay et Jonathan Kuminga, que j'aimais bien à la base. Bon, depuis Sergi Ah, Ibaka, dur. pour lequel j'avais moins d'attentes pour le coup, Oh, mais Kuminga, ça va, c'est pas Ouais. mal quand même. non, Ça ça dépend. va. Ibaka, Ça t'aimes va bien quand sa même. musique maintenant ou pas? Alors, j'aime ni son émission de cuisine où il vous fait des trucs invraisemblables, ni particulièrement sa musique, mais j'aime bien le mec. Je comprends. Je comprends. Donc ok pour HDD Bonsa. Bon, BYU c'est le profil avec t'as une star, un mec super fort et autour surtout s'il manque un joueur ou deux. C'est quand même pas le genre de profil d'équipe qui vont au bout a priori. Pas jusqu'au bout, Mm, effectivement. Ça, je pense que ça passera évidemment Sweet 16. mm, Mais après, selon ce qui sera en face, ça va être plus compliqué, je pense, ouais. ouais. Mais par contre, eux, pour le coup, ils ont le joueur qui est capable d'en mettre 40 Mm. Ouais, 2 tours d'affilée, ce qui peut suffire au tournoi, quoi. On le ouais, sait, hein. Sur un match, clairement. donc bon, à voir, quoi. Et alors ce qui est drôle, c'est que là on parlait des joueurs qui sont susceptibles d'être numéro 1 de draft, sauf que Gis, tu nous disais que le joueur que Ouais, toi tu prendrais en first pick, et c'est un peu une hot take parce que c'est pas forcément populaire
enfin, sur les différents médias qui parlent de draft, c'est le joueur que tu prendrais toi en premier ou qui te semble avoir le plus fort potentiel de cette classe. On devrait le voir a priori au tournoi, mais c'est aucun de ces trois-là. D'accord. Ouais. Qui est ton joueur, qui est ton chouchou que tu prendrais devant tout le monde ou dont le potentiel te paraît supérieur à ceux-là? Ouais, bah, alors en fait, la question c'est surtout de savoir qu'est-ce qu'on veut drafter en fait. Et moi je considère qu'en NBA ce qu'on recherche en fait, c'est le profil de créateur, porteur de balle, un Hmm. peu franchise player, celui-là qui va jouer tous les ballons. Et dans cette draft, moi je trouve que le meilleur pour faire ça, c'est Michael Brown Jr. Donc parce que c'est un porteur de balle, très grand déjà, il fait 6'5 ou 6'6 même et franchement Ouais. quand on le voit jouer, il est immense, immense. Enfin, des fois, on a l'impression de voir un peu comme un Stephen Castle en attaque, quoi. C'est-à-dire vraiment grand, physique, qui va au drive, qui a un passing, les passes dans le corner opposé sur pick and roll. C'est un vrai joueur de pick and roll, c'est un vrai driver. Le tir est, je trouve qu'il a un pull-up de malade en sortie de dribble et tout. Mm. Tout est déjà en place. Et il y a beaucoup de choses qu'on avait vues à la Coupe du Monde. Ouais. Et Avec en les début 19, d'année, ouais. il est beaucoup descendu parce qu'il s'est blessé au dos, je crois, il me semble, de mémoire. Ouais, il avait En pas fait, trop joué le début de saison. il a eu du mal, il était un peu en creux d'adresse et tout le monde l'a un peu descendu. Oui, mais il met pas ses tirs. Enfin, on connaît la variance d'adresse sur quelques matchs. Et là, on voit depuis janvier, en fait, il est revenu complètement physiquement, même défensivement. Au début, j'avais un peu peur parce que c'est pas un très bon défenseur. Hein, faut pas se cacher. Mais là, c'est bien mieux. Et honnêtement, je trouve que la création, disons que l'avantage de ce joueur-là, c'est que je pense qu'une équipe mauvaise qui le draft, donc souvent quand même plutôt les équipes qu'on les pique haut, ils peuvent le drafter et lui donner tous les ballons. Et je pense qu'il va construire une attaque. Après, est-ce que l'attaque sera assez bonne pour t'emmener très loin? Ça, Pas c'est tout de toujours la suite, mais question. Mais je pense qu'il amènera un plancher à l'équipe. Alors ouais. que les autres, moi, j'en suis pas persuadé s'ils sont pas entourés d'autres joueurs, des fois un peu meilleurs, quoi. Et il joue donc à Louisville, du coup, ce Ouais, qu'on n'a pas Louisville. Ouais. dit, qu'on devrait avoir dans le tournoi. Ouais. Est-ce que le reste de l'équipe, du coup, que je connais moins, parce que lui, forcément, vous l'avez dit, on l'avait vu à la Coupe du Monde U19, hein, ça c'était U19, c'est ça? Mais il Ouais. est MVP, je Oui. crois, de la Coupe du Monde, Ouais. si je dis pas de bêtises, Au non? moins, Ouais, on a vu il qu'il en y avait. finit MVP ou dans le 5, ça c'est sûr. Ouais, Mm. on avait vu le talent du garçon, mais après, là, du coup, au sein de son équipe, est-ce que c'est une équipe qu'il faut suivre déjà pour lui? J'imagine, Gis, tu vas les suivre. Est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose ou est-ce que c'est juste, c'est un peu voué à être un one-man show, Michael Brown Non, Jr. j'aime bien appeler les équipes de la conférence ACC les équipes chiantes à chaque Ouais. tournoi de March Madness parce que c'est une conférence que tout le monde, je pense, sous-cote aujourd'hui parce qu'évidemment, il y a Duke, il y a North Carolina, mais en dessous, personne n'en Hmm. entend trop parler. Mais ça reste une conférence qui est quand même super costaud et qui reste dense et surtout dans ce milieu, quoi. Donc, je pense que Louisville, ça peut être un peu le poil à gratter d'une ou deux grosses facs. Surtout si Michael Brown, comme on l'a dit, sort un match à 36 pions et t'élimine en face, je sais pas, Wisconsin ou une autre grosse équipe d'en face. Mais je pense qu'il y en aura plein des équipes comme ça dans la même conférence. Miami en premier dans mon cœur. Miami avec Shelton Anderson, qui a construit un truc de fou avec la première année en coaching de Jay Lucas. Ça va être très intéressant pour la gratter aussi. Et Virginia, avec, Toujours, ouais. qui a fini en finale et avec évidemment le Belge Tis des Riders qui va envoyer du pâté aussi, je pense, sur la conférence. Enfin, en tout cas, sur la March Madness. Mais c'est très bien, c'est l'occasion du coup de rebondir sur les équipes et les joueurs un peu peut-être moins médiatisés et populaires auprès du grand public que vous allez suivre, que vous avez envie de suivre. Quelles sont les équipes? Alors, tu as parlé de certaines, Lohan. Est-ce qu'il y a d'autres équipes et d'autres joueurs en particulier que t'as envie de suivre dans ce tournoi? Je vais en lancer une pour que Gis rebondisse après. Je pense qu'il faudra suivre Michigan, surtout aussi, même si ça a attendu très haut, qui a été numéro 1 du pays pendant très longtemps. Mais ça reste une Je, équipe qui est quand même je vais, super costaud. je vais spoiler mon pronostic. Je les ai mis champions, hein. Ouais, je comprends. Je Ouais, comprends ça se clairement. comprend totalement. Ouais. Ouais. C'est costaud, c'est régulier, ça a joué dans une conférence qui est solide. À la main, Elliott Cadeau, ça a progressé. Moi, Lendeborg sur le poste 4, je trouve ça super fort. J'adore. Costaud, je pense que si ça va très loin en March Madness, Lendeborg sera pick garanti, voire même le tripick si vraiment il est chaud.
Et je laisserai Gis parler de leur pivot espagnol et Demara qu'il adore. Donc, Ouais, je pense que Michigan a un vrai shot parce que pour moi, c'est la meilleure défense du pays. Je mettrais Duke juste derrière en termes défensifs. Mais la défense de Michigan, c'est complètement dingue. Alors, il y a du profil attaque aussi qui sont intéressants. Mais alors, la défense, la doublette Lendeborg-Mara, bah, c'est quand même ouais. très compliqué à attaquer, quoi. Et moi, j'adore Ademara. Enfin, je l'adore. Disons que je trouve que c'est un super protecteur de cercle. Il est, il est incroyablement grand. Et ce que j'adore en attaque, c'est son passing. Il y a des passes, mais il fait des passes laser de 8 mètres dans le corner, etc. C'est assez bluffant. Je trouve que c'est un peu, pour donner pareil, une comparaison, c'est un peu un Donovan Klingham, mais avec un peu plus de passing, quoi. Hmm. En termes, donc, un peu, Entre Klingan et Şengün, un peu. voilà, c'est un peu, voilà, sans par contre, C'est pas mal. sans le scoring, hein, Ouais. parce que Ouais. Ademara, le scoring est pas incroyable, c'est plutôt du scoring de finition, quoi. Mais Voilà, proche du cercle. il sait faire les petites passes à Lendeborg pour qu'il mette ses 20 pions par match, quoi. Mais Moi, j'aime c'est, beaucoup cette équipe, ouais. moi, c'est pareil. Je les ai mis champions à la fin, mais je voulais parler de Lendeborg parce que en début de saison, et même depuis qu'il est là-bas, j'avais surtout flashé en amateur des jeux de mots sur les noms et des noms curieux et bizarres. Sur le fait que ce nom était une contraction de Ivan Lendl et Björn Borg, mais qu'il était meilleur au basket qu'au tennis. Et il s'avère que c'est un très très bon jeune joueur de basket et que ce qu'il a fait avec Michigan, dont j'ai vu quelques matchs cette année, me semble quand même extrêmement prometteur. Là, il a remis un. Là, Ouais. c'est quoi? C'est en finale du tournoi de conférence ou en demi-finale qu'il met, Ouais. il met le game winner à quelques secondes de la fin? De demi-finale, je crois, le game Demi-finale. winner. Ouais. Ouais. Mais Ou, ouais, je crois que c'est. Ouais. voilà, c'est un garçon que j'aime bien et que je vais suivre particulièrement et qui a de vraies chances de profiter du tournoi aussi pour être un peu drafté Clairement. plus haut que ce qui était attendu en cours de saison. Voilà. Et son profil est super cool, hein. Défense, il y a un peu de passing, il y a du scoring, il y a un peu de 3 points. Enfin, c'est un joueur que j'ai aucun mal pour le coup Ouais. à voir en NBA avec un petit peu un joueur all-around, quoi. Ça va pas être une Ouais. superstar, hein, évidemment, mais c'est vraiment un joueur intéressant. Mais ça va jouer pour un contender, tu le draftes direct, quoi. Ouais, si tu as besoin d'un joueur prêt, quoi, c'est clair que. Et il Genre sera, Miami, ouais, bien sûr, ouais. Et il sera dans Ouais, la, bah ouais, ça peut faire un peu comme un Raquez, quoi, c'est pris ça. un peu Je plus le vois vieux et clairement puis comme ça, ouais. qui marche tout de suite, quoi. et il sera Ouais. dans la All Name First Team parce que Ouais. Yaxel Lendeborg, c'est juste Lendeborg. Ouais. magnifique. J'adore. Ouais. Est-ce qu'il y a Après, d'autres joueurs et équipes, les amis, vous allez suivre particulièrement? euh, cette année, faudra Les quand Français, même. on n'a pas parlé des Français d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des Français que vous Ouais. allez suivre? Parce qu'il y a Kylian Touré du côté d'Iowa State, par exemple. Mais c'est vrai que c'est pas Ouais. une année où il y a beaucoup de gros prospects français déjà à la draft qui sont attendus. Non. Et même dans le paysage universitaire global, là sur cette March Madness, est-ce qu'il y en a qui peuvent peut-être être un peu plus suivis? Ouais, bah, on va dire que nos Français qui ont le plus perf cette année bah, étaient dans des équipes qui n'ont pas forcément perf collectivement ou sont pas allés au bout. Je pense notamment à Roman Domon, Martis Courbon à Murray Murray State, State, ouais. Kamardine et Keza Jifa à Ole Miss qui étaient en demi-finale du tournoi de conf mais qui n'ont pas réussi à aller jusqu'au bout. Donc là, avec un bilan négatif, ça passera pas. Ouais, il y aura surtout Kylian Touré avec Iowa State qui a montré de belles choses cette année. Iowa State qui, je pense, peut aller un peu plus loin que l'année dernière. L'année dernière, je les avais mis champions. C'est vrai. Ouais. Mais je trouve que c'est toujours une fac un peu qui reste constante et qui continue à évoluer. Donc cette année, ça peut continuer à aller plus loin. Après, en français, potentiellement, ça dépendra de ce soir si Dayton se qualifie, mais on aura Amael Létang à suivre. Amael Létang, s'il le veut, pourra se présenter à la draft. Il est déjà annoncé dans certaines mocks en fin de deuxième tour. Donc ça peut être intéressant de voir ce qu'il peut faire sur le tournoi. Grand shooter qui reste quand même athlétique. Je pense que vous avez vu peut-être un de ses game winners en claquette passer récemment un peu partout. Donc ouais, je pense que ce sera les deux Français à suivre. Après, on a Dominique Diomande, l'ancien de l'ADA Blois, Elite 2 Big Up, qui joue à BYU à côté de Dibansa. Donc aussi, ce sera intéressant de le voir jouer. Et lui qui, je pense, aura un peu plus de minutes sur la March Madness que précédemment. Gis, t'as une équipe ou un joueur que tu vas suivre en plus de ceux dont on a parlé ou...
Non, bah, comme je disais tout à l'heure, moi je vais regarder beaucoup Isaiah Evans. C'est vraiment un joueur que j'aime Mm. bien. Joueur un peu off-ball, bon shooter, qui peut un peu driver, qui peut un peu passer la balle. C'est pareil, c'est un joueur complet. Donc je pense que je vais me focaliser un peu plus. Encore une fois, moi je regarde surtout les garçons. Bon, les filles, je les regarde un peu différemment parce que les filles, elles restent 4 ans, donc on a Ouais. le temps de s'identifier. Les garçons, je les regarde plus dans l'esprit de la NBA. Et donc je vais regarder un peu ce qu'il va faire contre aussi bah, du coup des plus fortes oppositions parce que le tournoi, bah, voilà, c'est normalement les 64 meilleures équipes du pays, logique, à peu près quoi, environ. Ouais. Donc c'est quand même plus intéressant de voir. Puis l'enchaînement est intéressant aussi parce que c'est dur de jouer tous les jours ou tous les 2 jours quoi, Mm. donc c'est un peu le format NBA aussi Ouais. ça, tu vois, d'enchaîner les répétitions. Donc c'est toujours Ouais, donc intéressant ça aide. de regarder ce que ça donne quoi. Ouais. Et si vous voulez suivre une dernière équipe qui pour moi sera le champion, ce sera Arizona, qui a été invaincu durant la saison pendant très longtemps. Et aussi pour sa cote à la draft, je pense que Coapit se présentera cette année. Coapit poste 4 large, je dirais juste large. Ouais, c'est une bonne Parce que définition. Ouais. il est juste carré en fait. Il porte bien son 4 en numéro, je trouve, comme les côtés de ses épaules. Avec Braden Burries aussi en freshman qui Je l'aime continue bien, lui. d'envoyer du pâté. Je l'aime bien celui-là. Ouais. Je pense que sa cote à la draft aussi Mm. jouera beaucoup sur ça. Mais comme l'année dernière, où en fait, moi, je voyais aussi la défense gagner avec Iowa State, avec Houston, aller aussi loin. L'année dernière, on a vu que c'est pas la défense qui a gagné, c'est Whittle Clayton Jr. tout seul. Avec Donc Florida, ouais. potentiellement, Braden Burries en fait refait la même et je vois bien Arizona cette année aller jusqu'au bout. Très bien, bah, j'allais vous demander quel était votre pronostic final, du coup, Arizona pour toi, Mm. Lohan. Gis. Ouais. Moi je mets Michigan aussi. Bon, comme ça, on est deux sur les Wolverines Mm. pour le titre. Et ouais. On verra ce qu'il lancera, évidemment. Les matchs commencent, que je ne dise pas de bêtises, mercredi. Enfin, il y a Mercredi, le First Four, il y a le First Four juste Il y a le avant. first four, ouais. ouais. Mais Est-ce qu'on Mercredi, considère que vraiment. est-ce qu'on considère que c'est la marche Madness d'ailleurs, ça je suis pas sûr moi, Ah, mais ça dépend si chez les mecs, il y a Miami, Ohio ouais qui est dans voilà. le first c'est four. souvent Mais des ouais, noms, Tu me mercredi regardes. normalement. c'est souvent des noms d'universités rigolotes avec lesquelles on plaisante après sur un tour, et puis Ouais, parfois ça fait C'est ça. vrai. ouais, Mais donc les premiers ouais. matchs, les premiers vrais matchs, sans faire offense à des gens qui ne nous écouteront pas de toute façon, donc on peut leur faire un peu offense. Euh, Ça commence donc mercredi, les premiers matchs commencent mercredi. Ouais. Et du coup, on va bifurquer vers un tournoi qui, pour le coup, lui, commence jeudi. Je dis pas de bêtises, le tournoi des filles commence jeudi, c'est ça? C'est le lendemain du. Hum, Ou alors je dis une bêtise. Je me demande si c'est pas mercredi aussi, je Mercredi Je crois. pense aussi, les que premiers ça matchs? commence en même temps Peut-être. Je maintenant, crois que ouais. ça commence en même Très temps, il bien. me semble. Ouais. Bon, j'ai pas le calendrier en tête, je On t'avoue, hein, vous le mais redira Ouais. de toute façon, parce que là c'est un peu Mm. flou, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on enregistre ça un dimanche matin avant d'avoir le tableau complet et le calendrier. Mais, euh, mais on vous dira évidemment les matchs, et puis les résultats seront dans le CQFR tous les matins. On peut passer du coup au tournoi féminin. Pareil, on va procéder un peu de la même manière. Alors cette année, il y a peut-être moins de. On va dire que là, si on se projette sur la draft, il n'y a pas de. Il n'y a pas une Caitlin Clark, il n'y a pas une Paige Bakers peut-être, comme qu'on a pu, Mm. qui peuvent intéresser beaucoup plus le grand public. C'est un tort, il faut s'intéresser aussi aux joueuses qui arrivent parce qu'il y en a des excellentes. Mais pareil, j'aimerais bien savoir quelles joueuses, quelles joueuses et quelles équipes en particulier vous allez suivre. Est-ce qu'il faut s'attendre à un back-to-back de UConn qui a regagné enfin la saison dernière avec Paige Bakers, avec Sarah Strong, dont je suis sûr qu'on va parler dans pas très très longtemps. Il y a aussi des. En fait, il y a un peu deux types de joueuses. Pour les joueuses, il y a les joueuses qui vont être suivies pour la draft, c'est-à-dire celles qui sont attendues très haut, type Izzy Fudd avec UConn, Lauren Bates avec UCLA, il y aura Olivia Miles aussi à TCU. Il y a ça, et puis il y a les joueuses, comme tu le disais, Gis, qu'on peut suivre sur plusieurs années, comme Sarah Strong, qui est absolument extraordinaire, notamment Sarah Strong, Anna Hidalgo aussi. Qu'est-ce que vous allez suivre en particulier? Quelles joueuses vous allez suivre en particulier? Plutôt celles qu'on va attendre à la draft, ou plutôt celles dont on peut profiter 4 ans, comme celle que je viens de citer? Tu veux y aller, Lohan, peut-être? Comme ça, je te Vas-y. laisse. Non, je commence? Ouais, vas-y, commence. Bah oui, bah après, comme tu l'as dit, les équipes qui vont être là, bon, UConn, c'est évident. Je pense qu'il n'y a pas trop de doute. Jusqu'à mon avis, au Final Four, il n'y aura pas de question à se poser. Parce que c'est une équipe qui défend tellement bien et qui embête tout le monde et qui est une machine à provoquer des pertes de balles et à générer de la transition. Elles ont remplacé la perte
de Paige Bakers, qui était une équipe très forte sur demi-terrain l'année dernière, parce que forcément, elles avaient une créatrice d'élite. Là, elles en ont moins de créatrices d'élite, mais du coup, elles ont par contre une défense hors norme et elles génèrent presque 50 à 60% de leurs points sur transition, donc c'est sur perte de balle adverse, c'est complètement dingue. Donc je pense que jusqu'au Final Four, ça posera pas de problème, parce que les équipes seront pas en face prendre soin de la balle pour éviter ça. Donc avec en tête, effectivement, Sarah Strong et Zifud, quoi. Donc là, c'est quand même intéressant. Elles ont une profondeur incroyable. Il n'y a pas de blessés en plus, parce que depuis 5 ans, quand même, elles avaient bien Elles enchaîné. ont pas été vernies, Là, il n'y hein, a pas c'est de clair. blessure. Ouais. Ouais, Voilà. Donc clairement. là, tout le monde est sur le pont. Je pense qu'elles seront là très fortes, quoi. Puis après, je pense qu'il y aura un peu les classiques, hein. Je pense que South Carolina va être là. Je pense que UCLA va être là. Voilà. Mais je pense pas qu'il y aura trop de surprises, en fait. Mais Chez les filles, globalement, c'est Ouais. quand même un peu plus rare. Alors, il peut y avoir des surprises en cours de tournoi, mais au Final Four, quand même, T'as vu rarement. que aussi elle reste 4 ans, ça permet aussi les effectifs, ça change moins du coup. Ouais, elles se connaissent. Ouais. En général, il n'y a quand même pas trop de surprises, Mais quoi. je voulais rebondir Ouais. tu parlais du Con et je voulais rebondir sur Easy Fud parce que est-ce que tu penses que sa potentielle place de first pick à la draft va être conditionnée par ce qu'elle va faire pendant le tournoi ou pas? Ou est-ce que ça changera rien? Les gens ont vu la joueuse que c'était. Alors elle a eu beaucoup de blessures, la pauvre, depuis son début de carrière universitaire. Mais est-ce qu'un gros tournoi, ça peut un peu asseoir sa place comme first pick? Parce que quand on regarde à droite et à gauche, c'est assez variable quand même. Bon, nous, on la tient plutôt en très haute estime. Je ne sais pas si à cette heure-là, tu la prendras en first pick, par exemple. Voilà. Mais c'est assez variable. Il y a quand même d'autres profils qui sont privilégiés à droite et à gauche. Elle a fait un gros tournoi l'année dernière, elle a fini MOP, hein, donc meilleure Ouais. joueuse notamment sur demi-finale, finale, elle fait quand même 2 chantiers incroyables. Après, pour moi, ça n'a aucun intérêt, parce que je pense qu'au bout de 4 ans, on connaît la joueuse et on connaît les qualités. Mais bon, on sait que oui, des fois, ça peut jouer, notamment sur le côté médiatique, en fait, qui pousse un peu des fois dans les mock drafts, etc. Alors après, est-ce que les GM, j'espère pas trop, regardent trop ça? Je pense pas trop. Moi, personnellement, je pense que c'est la first pick. Mais à côté de ça, faut aussi dire que cette draft, je pense qu'elle est. Il n'y a pas de superstar pour moi dans cette classe de draft. Elle est très dense, elle est profonde, mais je pense qu'il n'y a aucune joueuse du niveau, comme on a vu, de Caitlin Clark, de Paige, d'Angel Reese, de joueuses qui vont transformer une franchise en WNBA. Donc, dans ce cas-là, tu réfléchis peut-être un petit peu plus au fit aussi, quand il y a moins de grands talents. Et dans ce cas-là, c'est peut-être ça aussi qui va faire le choix de dire est-ce que je la prends pas. Moi, j'ai plus d'impression de ça que la perf ou non au tournoi, quoi, qui effectivement a une résonance médiatique. Mais bon, pour les GM, pour les scouts, j'espère qu'ils ne regardent pas que le fait de résultats sur un match, quoi. Bon, on sait qu'il y a quelques années, il y avait des joueuses qui avaient été draftées parce qu'elles avaient mis 36 points contre UConn. Mais bon, voilà. Mais je pense que les staffs WNBA, en plus, ont progressé là-dessus depuis une dizaine d'années. Donc, on rappelle voilà. que c'est les Dallas Wings qui ont le first pick. Donc évidemment, la connexion Bakers-Fud peut... Ça vient rapidement à l'esprit, donc ça peut jouer là-dessus. Mais ouais, Easy Fun, on va quand même surveiller le tournoi qu'elle va être capable de faire, même si la meilleure joueuse de l'équipe, on peut parler peut-être un peu de Sarah Strong, si vous voulez, parce que si les gens n'ont pas suivi le tournoi l'année dernière, c'est quand même une joueuse extraordinaire. Alors c'est marrant, les vieux, j'allais dire les vieux connaissent bien les parents parce qu'ils ont joué en France, Alison Pfister, Dani Strong, mais le potentiel de cette fille qui est d'une discrétion incroyable en plus, qui est pour l'instant pas un animal médiatique, mais qui a un niveau de jeu que dans la lignée des meilleurs qu'on a vu passer à UConn, en fait. Je dis pas de bêtises. Tu veux y aller, Loane? Ouais, je peux. C'est sûr que dans la lignée de potentiellement, là, juste, t'arrives déjà deuxième année, tu te relances vers une course au titre, etc. Et ensuite, l'année prochaine, elle deviendra, on va dire, la star de cette équipe, mais elle est déjà tellement impactante partout. Surtout cette année sur le niveau défensif. C'est surtout grâce à elle que UConn continue à performer autant malgré la perte de Bakers. Donc c'est une joueuse complète qui arrive à être menaçante à peu près partout.
Et quand tu te dis que c'est que sa deuxième année, tu as peur de voir les 2 autres qui arrivent, quoi. Ouais, bah, alors je vais faire 2 comparaisons, puis en fait, je vais ramener les 2 joueuses ensemble Mmh. pour vous donner une idée. Alors, peut-être que ceux qui nous écoutent connaissent un peu moins, mais je vais quand même citer 2 noms très, très importants. Je pense que c'est une association de Alyssa Thomas et Maya Moore en même temps, en fait. Waouh! La violence. C'est-à-dire qu'elle Waouh! a le côté polyvalence défensive d'une Alyssa Thomas. Mmh. Maya Moore n'était pas mauvaise défenseuse, hein, Non. mais en termes de défense, de polyvalence, de switch, capable de défendre une extérieure comme une intérieure. Donc ça, il y a tout ça. Et en fait, il y a ce qui manque un peu à Alyssa Thomas, c'est tout l'aspect tir, l'aspect un peu offensif. Par contre, Sarah Strong, elle l'a, quoi, en fait. C'est-à-dire que c'est une joueuse qui peut shooter à 10 mètres du cercle. À 3 points, il n'y a aucun problème, en fait. Mmh. Donc, elle a ce côté moderne, porteuse de balle, qu'on voit beaucoup plus dans le basket aussi masculin, mais qui commence à arriver aussi dans le basket féminin. On le voit notamment avec Alyssa Thomas, qui porte beaucoup la balle. On le voit avec Angel Reese aussi, qui porte aussi beaucoup la balle. C'est une driveuse d'élite. C'est une joueuse qui est capable de recevoir des pick and roll. Pourtant, c'est une intérieure. Mmh. Donc, c'est vraiment... alors, c'est sans doute pas une porteuse de balle comme une extérieure à très haut volume, parce qu'effectivement, il y a toujours un peu peut-être des limitations sur le dribble, des choses comme ça, évidemment, parce qu'il y a la Ouais. taille aussi qui joue. Mais honnêtement, c'est un profil qui est complètement dingue. Donc voilà, donc je pense que il y a beaucoup de gens qui parlent déjà de futur GOAT. Alors, moi, je suis toujours un peu quand même réticent sur ces choses-là, il faut voir. Mmh. Mais en tout cas, je pense que dans le potentiel, elle a quelque chose de peut-être jamais vu, c'est-à-dire d'avoir Mmh. un peu ce qu'on avait aussi jamais vu avec Jokic en NBA, c'est-à-dire un grand de 2,16 m qui était capable de porter la balle, de shooter de loin, de passer comme... voilà, alors, je ne fais pas une comparaison parce que Sarah Strong n'est pas aussi grande. Voilà, elle doit faire un 88, un 89, donc voilà, elle ne fait pas non plus 2 mètres. Mmh. Mais il y a, à mon avis, un potentiel de joueuse comme ça qu'on a un peu jamais vu dans le basket féminin. Et c'est ça qui fait un peu fantasmer aussi. Et comme l'a dit Lohan, c'est sa deuxième année. Et à mon avis, elle va gagner le trophée de joueuse de l'année. Même si moi, personnellement, je ne lui donnerai pas. Je pense qu'elle profite aussi un peu du gros collectif de UConn aussi. Ouais. Voilà. Mais en tout cas, je pense qu'elle va être élue parce que voilà, elle rayonne et que comme UConn ne perd pas un match, voilà, on sait comment ça marche. Tu parlais de faire fantasmer, là, tu viens de me vendre. Alors, je la connais, hein, Sarah Strong, mais j'avoue que sur les comparaisons, je ne m'étais pas projeté de manière concrète. Tu nous vends l'une des meilleures joueuses défensives de l'histoire de la Ligue, qui n'a pas que ça d'ailleurs, Alyssa Thomas, elle a fait plein de choses de manière incroyable, avec l'une des GOAT aussi, l'une des aspirantes GOAT avec Maya Moore, qui avait un niveau offensif totalement dingue. C'est vrai que le cocktail, voilà, ça va donner envie aux gens Elle est en train de battre une tonne de records de UConn. Ouais. Quand on connaît les joueuses qui sont passées par là, bon, voilà quoi. Je veux dire... mais c'est un très bon argument pour pousser les gens à regarder UConn, c'est bien. Les gens vont avoir envie de voir ce que va donner Sarah Strong. Là, je pense ceux qui la connaissent pas bien, clairement. ou qui ont juste suivi de loin l'année dernière et qui étaient plus focalisés sur Paige Bakers parce que c'est Paige Bakers. C'est un bon moyen de la vendre. Et du coup, la question plus globale, est-ce que donc UConn, vous l'avez un peu déjà dit, mais est-ce que le back-to-back vous paraît tout cuit ou est-ce qu'il y a quand même des risques? Tout cuit, je pense pas. Faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, on sait toujours, hein, mais il y a quand même, évidemment, dans la continuité, de grandes probabilités. UCLA, je pense aussi, reviendra un peu cette année avec le couteau entre les dents après un peu le raté de l'année dernière. Voilà, donc c'est sûr que je pense que UCLA sera un peu plus à prendre en compte cette année. Même si moi j'ai encore quelques réticences de l'autre côté sur South Carolina que j'ai pas trop apprécié cette saison par rapport aux années précédentes, quoi. Mais surtout aussi parce que je trouve que l'absence de Chloé Kitts jouait un peu sur la saison. Mais on peut parler du UCLA si vous voulez, parce que c'est évidemment l'un des autres favoris du tournoi. Et il y a en plus l'une des joueuses qui va être à la draft, qui est attendue aussi très haut, Lauren Betts. Si les gens avaient regardé le match à Paris, elle avait une deuxième qui peut être haute. Une deuxième qui peut être haute, voilà. Et Lauren Betts, intérieur de grande taille, qui sait faire plein de choses aussi et qui va être l'une des menaces principales de UCLA. Alors au niveau de la joueuse, qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens qui ne la connaissent pas encore très bien?
quel est son potentiel pour la WNBA. Est-ce que sur un tournoi comme ça peut être la joueuse qu'emmène UCLA aussi jusqu'au titre ou au moins en finale? Bah, c'est une intérieure de 6'6", donc de plus de 2 mètres, qui domine énormément en NCAA parce qu'encore une fois, des profils de plus de 2 mètres en NCAA, il n'y en a pas. Mais c'est pas juste qu'elle est grande en fait. Bon, déjà, il y a tout l'aspect défensif. En fait, je pense que si tu draftes Lauren Betts haut, tu la prends d'abord pour la défense. C'est d'abord ça pourquoi tu la draftes. Parce que c'est une encre défensive incroyable, protection de panier. Elle peut même cette année, elle a ajouté de la mobilité, elle switch beaucoup aussi. Donc là, quand tu as de la protection de panier d'élite plus du switch, défensivement, déjà, tu poses plein de problèmes à des équipes. Donc je pense que tu la prends déjà pour ça. Moi, je le tweete régulièrement. Je fais des séquences de threads sur elle. C'est surtout ça pour moi, pourquoi tu la prends. Et puis l'attaque, en fait, ce qui est intéressant, alors en NCAA, elle joue beaucoup de post-up parce que UCLA joue beaucoup de post-up. Ce que je peux comprendre, elle domine. Donc forcément, c'est un peu difficile de voir comment ça va se transposer parce qu'en WNBA, c'est comme en NBA, il n'y a pas 37 post-up par match, quoi. Le jeu n'est pas comme ça parce que les joueuses sont pas assez fortes en fait pour scorer en isolation sur post-up. Donc on joue différemment. Mais par contre, il y a quand même plein de choses intéressantes. Bon, faut pas trop croire au tir, hein. Le pourcentage lancé franc est pas bon. Je pense qu'il n'y aura pas de tir extérieur. Bon, voilà, ça faut pas trop y compter. Par contre, il y a le passing qui est super intéressant. Ouais. Et ça, c'est ça que j'adore. C'est vraiment une super joueuse pour lire en fait les prises à deux. Je pense que ça sera une super joueuse sur pick and roll parce que quand elle posera un écran et qu'on viendra doubler la porteuse de balle, elle sera très bonne sur short roll pour lire les situations. Alors on le voit peu parce qu'encore une fois, le jeu du CLA n'est pas basé sur le pick and roll à outrance, mais je pense que c'est très intéressant. Et puis même sur un peu de post-up, je pense qu'elle pourra trouver, elle le fait déjà, elle trouve des passes à l'opposé, des shoots ouverts. Donc c'est super cool. Donc moi, déjà, le profil défensif, plus un peu de passing, un peu de jeu un peu au poste haut, d'orientation de jeu, de main à main, des choses comme ça, déjà, j'achète un profil haut, quoi. C'est pas un profil de superstar, hein. Je pense que, voilà, faut clairement le dire. Mais ça va être, à mon avis, une joueuse majeure dans quelques années d'une équipe qui est compétitive, quoi. Donc, c'est positif pour moi. Et du coup, là, pour le tournoi, tu penses que c'est suffisant? Elle a le profil pour emmener l'équipe. Enfin, elle n'est pas toute seule dans l'équipe, hein. Il y a d'autres joueuses de qualité. Il y a potentiellement 5 draftés. 5 draftés, peut-être, il y en aura peut-être même 4 ou 5, au moins 4 peut-être au premier tour, hein, dans l'équipe de UCLA. Je pense que Gabrielle Marquez, Kiki Rice et Lauren Betts sont presque sûrs. Puis après, il peut y avoir peut-être une Angela Dugalic ou voilà. Bon, voilà. Donc on verra, mais il y a que des seniors pratiquement. Angela Dugalic est toujours en NCAA. Je viens d'avoir la réalisation. J'ai l'impression qu'elle y est depuis 1992. Elle est toujours là, l'internationale. J'étais pas née, elle y était. Donc je pense qu'il n'y a que des seniors pratiquement qui vont être, dont beaucoup vont aller à la draft, vont se présenter à la draft. Donc c'est une équipe très forte. Pour moi, c'est la première ou deuxième équipe du pays. Alors ça fait débat en ce moment parce que UConn joue dans une conférence un peu plus faible. Donc des fois on dit on met UConn, mais bon, bref. Bon, quand tu regardes le niveau de jeu, je pense que c'est les deux équipes qui sont un peu au-dessus. Après, est-ce que c'est l'équipe? Logiquement, ça devrait être les 1 et 2, les first seed 1 et 2. Donc, je pense qu'elle devrait jouer qu'en finale, normalement, si tout va bien. Donc, on verra. Mais oui, je pense que c'est la finale qu'on peut le projeter peut-être le plus. Moi, je suis comme Lohan, je suis un peu en dessous sur South Carolina. En fait, le problème que j'ai avec South Carolina, c'est que je pense que contrairement à d'habitude, elles n'ont pas de joueuses hors normes, en fait. Elles n'ont pas de super talent. Elles ont des top lycéennes, hein, parce que voilà, South Carolina recule, mais il n'y a pas eu de joueuses hors normes. Et je trouve que c'est ce qui leur a manqué. Alors l'année dernière, elles ont été en finale, mais elles ont pris les 2 derniers matchs contre UConn, elles prennent 2 fois 30 points en fait. Et elles n'existent pas parce que ils n'ont pas la Aliyah Boston, ils n'ont pas la Eja Wilson, ils n'ont pas la joueuse qui les a fait en fait vraiment surdominer. Et je pense que Joyce Edwards n'est pas à ce niveau-là. Non. Tu l'as dit, hein, Chloé Kitts se manque. Il y a des bonnes joueuses. Tessa Johnson, c'est une bonne joueuse, mais je ne la vois pas être capable de mettre 40 points quand il faut dans un match. Donc, je pense que ça sera plus faible. Et d'ailleurs, cette année, elles ont perdu contre Texas, qui n'est pas non plus une équipe incroyable non plus, dans la production du jeu. Donc, moi, je les vois un peu en dessous. C'est bien que tu parles de South Carolina, parce qu'on n'en a pas trop parlé ensemble, mais il y a une Française à South Carolina depuis quelques mois, semaines.
Alicia Tournebiz, qui avait fait un choix qui avait été assez commenté parce que elle a fait le choix de faire un cursus universitaire traditionnel, si je dis pas de bêtises, et de pas forcément rester en Europe. Et donc elle sera pas à la draft tout de suite, hein, mais c'est quand même un profil à suivre. C'est un prospect français qu'on suit déjà depuis quelques années, qui a fait parler d'elle. Forcément, le côté familial, fille de légende du basket français, Isabelle Fijalkowski, à laquelle on passe le bonjour, c'est forcément quelque chose qui fait parler. Qu'est-ce que vous avez pensé des débuts d'Alicia? Elle n'aura pas eu un énorme temps de jeu Oui. dans une équipe. Alors, c'est pas très étonnant, hein, c'est dans une équipe très ambitieuse, très référencée. Qu'est-ce que vous avez pensé de ses premières apparitions et de son intégration? Moi, c'est comme tu as dit, en fait, elle arrive si je me trompe pas, décembre, Elle arrive en cours novembre. de saison, Janvier, ouais. janvier même. Janvier, Janvier ouais, même. Ouais. janvier, donc elle arrive vraiment en cours de saison dans une équipe du coup qui s'entraîne déjà ensemble depuis l'été. Donc évidemment l'intégration est un peu plus compliquée. C'est un profil qui est vraiment à développer, Alicia. Donc c'est sûr que le temps de jeu, évidemment, est pas au rendez-vous tout de suite, mais ça le sera. Et après, quant aux critiques au choix, je suis désolée, mais tu peux pas refuser ça en fait. Quand tu vois, là, moi, quand j'ai fait la liste, tu vois, pour les garçons, de tous les Français qu'il y avait en NCAA cette année, Mm. et que tu vois, il y en a 50, et quand tu vois les montants que ça leur offre en face, Mm. tu ne peux pas refuser ça, en fait. Et après, et d'un côté ou de l'autre côté aussi, tu ne peux pas adapter le modèle français qui ne pourra jamais faire ça. Il faut être OK à se dire, ces mecs-là, en fait, à un moment, ils vont revenir, mais il faut que ces gens, en fait, ils comprennent que quand ils vont revenir, ils vont plus gagner 100 000 la saison. Mais non, mais au-delà même du côté financier, qui est Ouais. effectivement, faut pas le cacher, hein, ça joue. Mm. Enfin, bon, après, je suis pas dans la discussion mais Ouais. ça joue forcément un rôle, hein. En plus, là, elle tombe dans une grosse fac. Enfin bon, voilà, on sait que ça va tomber, quoi. Mais il y a un contexte aussi de jeu et puis scolaire aussi. Enfin, c'est-à-dire Ouais. qu'aujourd'hui, en France, il n'y a pas de système qui te permet de maintenir tes études aussi en même temps. On le sait, hein, pour les joueuses de haut niveau, c'est compliqué. Elles font souvent des Clairement. études à distance. Alors, il y en a plein qui le font, hein, qui Ouais. arrivent, et c'est un grand respect parce que c'est difficile à gérer. Mais il y en a aussi qui sont obligés d'arrêter, qui sont obligés de reprendre plus tard. Donc ça, c'est très positif. Et puis, il y a le contexte aussi, je pense, peut-être cette génération-là, je pense qu'elle est aussi très attirée par la WNBA. Et quoi qu'on en dise, le meilleur moyen d'aller en WNBA, même si tu es un fort prospect européen, Mm. international, ça reste quand même la NCAA parce que c'est ce qui est le Mm. plus observé. Et donc, il y a le côté financier, il y a le côté grosse fac. Et puis moi, je vais quand même mettre aussi un point, c'est que Alicia, en France, c'était bien à Bourges, c'était super, mais elle jouait pas. Mm. Ouais. Et donc, du coup, à un moment, il faut aussi que les clubs français, des fois, se regardent en se disant: ah ouais, on perd des joueuses. Enfin, je ne sais pas si elles se le disent d'ailleurs, si, Ouais. si les clubs se le disent, mais à un moment, il faut aussi leur donner du temps de jeu. Je veux dire, je pense que si Alicia Tournebiz avait joué 15 minutes par match à Bourges, je ne sais pas si elle aurait quitté Bourges, en fait. Mm. Mm. Alors après, je peux comprendre les coachs aussi, hein, eux, ils sont dans des contextes de résultats et pas de développement. Mais c'est un peu facile peut-être après de dire, enfin je vois surtout les critiques des gens, hein, Ouais. après je ne connais pas Mm. le contexte et le discours du club, mais c'est facile de dire après, ah bah ouais, mais elle part pour l'argent, etc. Bah ouais, mais elle part aussi parce qu'elle a besoin de temps de jeu. Et après sur le profil, ouais, quand tu arrives en cours de saison comme ça, en fait c'est une année freshman déguisée, quoi. C'est-à-dire qu'elle ne Ouais. peut Ouais, c'est pas ça. avoir du temps de jeu. C'est impossible en fait. C'est pas comme ça que ça marche. La NCAA, c'est très hiérarchisé. Et encore plus chez les filles, Ouais. à part quand tu es Paige, Kathleen, où là, oui, en freshman, on te donne tous les ballons parce que tu es une star absolue, tu vois déjà, et puis que tu es très forte. Mais normalement, on l'a vu l'année dernière, Joyce Edwards, elle a peu le ballon l'année dernière. Et cette année, en sophomore, déjà, ça explose en termes de quantité de ballons à South Carolina. Il y a une vraie hiérarchie, ça va venir. Par contre, il y a des flashs qu'on a vu aussi un peu en France, que moi, je Mm. trouve complètement dingue. Ce que j'adore chez Alicia Tournevis, déjà, c'est son tir. Faire cette taille-là et avoir cette gestuelle-là, plus de 85% au lancer franc en France. Enfin bon, voilà. Mm. On parlait tout à l'heure du tir de Lauren Betts. Là, pour le coup, le tir, mais Ouais, il est là. on la voit déjà prendre des Ouais. 3 points alors qu'elle est Mm. toute jeune. Il y a déjà de la réussite. Ça, c'est génial parce que dans le basket moderne, une grande de cette taille qui peut shooter, c'est génial. Et puis, tu as aussi la protection de panier. Par contre, on est d'accord qu'il y a encore plein de développement physique. Il y a de la développement aussi défensif, hein, des Mm. compréhensions, maîtrise du corps. Mais comme je le dis tout le temps, hein, les grands,
ou les grandes, ça prend plus de temps à se développer. Donc, il faut être patient. C'est pas un joueur extérieur ou une joueuse extérieure. En général, si elle est déjà ou il est déjà bon au lycée, il va être bon déjà en fac tout de suite. Les grands, ça prend plus de temps. Il faut apprendre à maîtriser son corps, à se déplacer, à gérer les fautes, parce que c'est souvent un problème aussi. Alicia, encore un petit peu, elle met encore un peu les hanches quand il ne faut pas les mettre, etc. Mais ça va venir. Et franchement, je pense que le potentiel, moi, il est complètement dingue, parce que je vois que déjà, il y a le toucher. Et ça, en fait, parole un peu de gens qui est quand même dans le basket depuis longtemps, en fait, ça s'apprend pas, en fait. Je veux dire, personne peut prendre le toucher de Stephen Curry. Stephen Curry, il est né avec, quoi. Et alors après, il y a du travail de tir, mais quand tu l'as naturellement, en fait, tu peux pas. Quelqu'un qui l'a pas, il peut pas le développer, en fait. Il peut progresser un peu, mais donc ça déjà, c'est hyper positif, quoi. Et je pense que voilà, on va voir comment elle va évoluer, mais à mon avis, l'année prochaine, elle jouera plus, je pense. Ouais, c'est une année d'apprentissage, enfin c'est une période d'apprentissage. Je suis pas sûr qu'on la voit même pendant le tournoi, elle sera dans l'effectif, mais on la verra peut-être très, très peu, et c'est pas grave à nouveau, parce que c'est... Dans les premiers tours, peut-être, quand il y aura des Ouais. victoires larges, je pense, Ouais. elle aura un peu de Dans tous les garbage cas, time, peut-être. c'est une expérience incroyable. Tu es coaché par une coach de référence en NCAA aussi. Enfin, voilà, Ouais, il y en a, plus, il y elle a n'est plein pas tombée d'atouts. n'importe où. Voilà, c'est quand même ça. Je pense que ça a motivé le choix. Pour en avoir discuté un peu, ça a évidemment motivé le choix. Et l'idée de départ n'était pas forcément de partir de Bourges à tout prix, mais les opportunités n'étaient pas toujours au rendez-vous. Donc, c'est exactement ce que tu as dit, Gis, en fait. Voilà. Bah ouais. Donc, South Carolina peut-être moins attendu en finale cette année. Quelles autres équipes? Parce qu'il y a les gros prospects qu'on avait commencé à évoquer. Hein. Bon, Olivia Miles avec TCU, ouais, sera pas facile. Bon, c'est une joueuse qu'on connaît bien maintenant, qui avait fait le choix de rester la saison dernière plutôt que d'aller à la draft en étant transférée du côté de TCU. Vous y croyez? Vous y croyez pas? Est-ce que c'est une joueuse qui peut faire des différences à ce niveau-là? Je pense qu'elle est pas assez aidée pour qu'elle fasse vraiment de différence. Et Olivia Miles, ça reste quand même... Ok, elle a un apport au scoring assez conséquent, mais ça reste quand même une passeuse dans l'âme, un poste 1. Et aujourd'hui, TCU à côté, pif paf pouf, ils font pas grand-chose, quoi. Disons que c'est bien coaché, parce que Mark Campbell était un bon coach, ça c'est sûr. L'année dernière, elles avaient fait des coups avec Ellie Van Leet, etc. Ouais. Mais là, je trouve que quand même, l'effectif est quand même plus faible. Puis c'est la défense, moi, qui me fait peur. La défense, elle n'est pas bonne du tout. Alors après, elles ont dominé la Big 12, mais la Big 12, cette année, le niveau est pas dément, quoi. Après, Olivia Miles, bah voilà, faut rappeler, c'est une super senior, hein, c'est sa 5e année. Donc, des fois, elle joue contre des joueuses qui sont, où elle a 4 ans, voire 5 ans de plus, quoi. Donc, forcément, oui, il y a de la domination. Ça, faut pas l'oublier chez les filles. Hein. Chez les garçons, c'est un peu moins vrai, parce qu'il y a plus de freshmen, il y a des fois moins de longue durée. Mais là, chez les filles, il y a vraiment toute la durée du cursus. Ouais, moi, je suis pas convaincu. Enfin, après, je suis pas un grand partisan d'Olivia Miles. Enfin, disons, j'aime bien la joueuse, mais je pense que notamment les médias américains s'emballent sur... Tu la vois pas aussi haut que beaucoup de médias américains. Voilà, je pense que ça peut être une joueuse intéressante, une meneuse intéressante, une bonne passeuse de la ligue, voilà, un peu de scoring et tout. Mais honnêtement, j'ai du mal à voir une Olivia Miles première option, comme elle est un peu vendue en WNBA. Donc, et je pense que son scoring est quand même relativement, moi, pour le coup, assez défaillant contre, on va dire, des bonnes équipes. Et quand elle va devoir, tu vois, on a évoqué des choses, mais quand elle va avoir des joueuses comme Izzy Fudd en défense sur elle, comme elle va avoir des joueuses comme Kiki Rice en défense sur elle. Hidalgo. Voilà, Wada Hidalgo, ça va être autre chose en fait. Et le problème, c'est que là, le niveau va s'élever au tournoi. Donc moi, j'ai du mal à voir. Après, je pense qu'elles peuvent faire peut-être un Elite 8, hein, parce que voilà, elles vont être tête de série, donc elles vont être un peu protégées sur les premiers tours. Mais de là, et encore, même Elite 8, j'ai des doutes. Hein, parce que ça peut être une équipe qui peut sortir très vite, parce que pas de défense. Et puis si Olivia Miles descend un peu le curseur sur la production, derrière... Marta Suarez, que j'aime bien, qui est espagnole, mais bon, voilà, qui est plus une joueuse off-ball, quoi, qui n'est pas une joueuse beaucoup de création. Donc, j'ai peur que ça soit un peu juste pour TCU. Est-ce que tu croirais plus dans les chances d'une autre joueuse que tu as évoquée rapidement et que vous avez évoquée rapidement, Anna Hidalgo avec Notre-Dame, ancienne coéquipière du coup, avant qu'elle soit transférée d'Olivia Miles, Hidalgo et Notre-Dame,
J'ai Bah, tellement un milliard de références et d'idées de blagues par rapport à Anne Hidalgo et Paris, entre Anne Hidalgo et Notre-Dame, que bah, surtout je qu'on vais est m'abstenir. Mais on fait ça le dimanche des élections, en plus, c'est un peu compliqué, hein. c'est C'est beau quand même. c'est vrai. Euh, Mais c'est un oui, beau signe. Anna Hidalgo, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, tout petit format, mais qui joue très très au-dessus de sa taille, une machine à faire des stats, Ouais. une machine à combattre, une Un- machine à porter son équipe. ouais. Avec Notre-Dame, on n'y croit pas trop du coup cette année? Notre-Dame, c'est un peu pareil que TCU, c'est le collectif qui est un peu plus faible. Et aussi Ana Hidalgo, bah, je pense qu'on attendait un petit peu plus au tournant cette année, qui a fait quand même de bonnes choses, mais bah, surtout en pré-saison avec un match à 16 interceptions. 16 J'ai interceptions. encore du mal à le dire. Le 16, Mais, c'est pas logique. Je sais pas, elle est à pas Et, loin de 6 de moyenne, je crois, sur la saison, là. ouais, Enfin, c'est un truc de malade, quoi. quand Bref. tu te dis que dans mon club, j'ai le meilleur intercepteur du championnat, il a 2,3, ça fait un peu peur. Euh, non, après, Notre-Dame, je pense que c'était attendu plus haut cette année et ça n'a pas répondu au rendez-vous, je dirais. Franchement, moi, les avoir vus jouer, ça m'a pas tant impressionné que ça. ouais. Bon, c'est trop faible autour, quoi. Elle est toute Mm, seule, en fait, Anna Hidalgo. mm, Pour moi, c'est la plus grande créatrice de décalage du pays. Je la mettrais clairement candidate enfin, joueuse de l'année. Parce que, en fait, mais elle se prend des murs, quoi. Elle se prend 3 joueuses systématiques parce que, en fait, ils abandonnent les autres parce qu'elles sont pas assez bonnes. Et du mm, coup, elle crée des décalages immenses, mais ses partenaires n'arrivent pas à les exploiter, à punir, en fait. mm. Il y a des matchs contre Michigan, le match contre Michigan, où Michigan a mis un plan anti-Anna Hidalgo. Ils l'ont prise des fois à 3 dès la remise en jeu, sous son panier, Ouais. quoi. Mm, Et les autres sont pas capables de punir ça. Donc, par contre, moi, je la trouve exceptionnelle, en fait. Mm. ouais. Et encore une fois, les pourcentages sont un peu plus bas cette année, mais quand Mm, je vois les défenses qu'elle se prend, c'est assez dingue de maintenir ce niveau de production, quoi. mm. D'ailleurs, Jim Yema avec Yukon l'a dit quand ils ont joué Notre-Dame, où en fait, il l'a félicité à la fin du match en lui disant, mais ce que tu fais, c'est incroyable parce qu'en fait, on a mis un plan sur ta tête et en fait, tu as quand même réussi à produire, quoi. Donc, je pense que c'est simplement que l'équipe est trop faible. Donc, Ouais. moi, j'y crois pas du tout. Par contre, la joueuse, franchement, bah, elle a des défauts et je pense qu'elle aura des défauts en WNBA avec sa taille, parce qu'à un moment, la taille, ça compte Mm. au niveau professionnel. Mais c'est c'est Elle quand va même compenser un peu. incroyable qu'elle Elle va arrive à compenser un faire. peu. Oui. Ouais, ouais, ah oui, oui, non, mais je pense qu'elle va faire une carrière, une excellente carrière WNBA, Mais mais je pense c'était. qu'il y aura quand même quelques limites Ouais. du fait de sa taille, quoi, Mais, malheureusement. mais Mais lors voilà. de sa saison freshman, le match à Paris, alors c'était donc du coup, elle a quand même progressé depuis. Ouais. Forcément, elle a pris d'expérience, mais juste de près en réel, c'était incroyable qu'une fille avec ce gabarit-là soit aussi accrocheuse, aussi douée aussi au basket, hein, quand même, parce qu'il n'y a pas que de la combativité. Mm, Elle joue au-dessus de sa ouais. taille, je reprends l'expression, joue au-dessus de sa taille, c'est vraiment ça. Elle est incroyable défensivement. Ouais, j'ai aussi Mm. hâte de C'est la une voir en patronne, quoi. W. C'est une Ouais, leader, quoi. ouais, c'est ça. Donc même si la taille peut être un frein, j'ai aussi hâte de la voir. Alors, c'est pareil, c'est 2027, sa classe de draft, c'est ça? Ouais, c'est ouais, Ouais. l'année prochaine, ouais. Ouais, donc pas celle qui arrive, mais celle d'après. Donc on aura évidemment largement le temps de reparler d'Anna Hidalgo, qui du coup sera peut-être plus dans l'actualité que Anne Hidalgo, dont le vrai prénom est Anna. D'ailleurs, on avait appris ça, donc il y a deux En Anna plus, ouais. Hidalgo, Ouais. qui sera peut-être plus dans l'actualité d'ici là que la future ex-maire de Paris. Pour le reste des équipes et des joueuses, est-ce qu'il y a des joueuses et des équipes dont vous voudriez parler? Moi, j'avais juste ciblé, parce que je l'ai découvert que très récemment, le fait qu'il y avait une équipe avec 6 joueuses françaises quand même. J'en avais parlé avec Gis, mais Rhode Island, Mm, qui a une filière française ouais. que j'ignorais, Mm. qui a 6 joueuses. Alors 4 qui sont surtout qui sont dans la rotation, et 2 que j'ai pas vu sur les dernières feuilles de match, donc il faudra que je me renseigne Mm, un peu mieux. Mais Inès Debroise, Palmyre Mbou, Aimé Michel, Marie-Kate Chiboaboa, Liliana Foncha et Eva Agba jouent toutes à Rhode Island. Et Rhode Island va jouer le tournoi. Donc si vous voulez ouais. voir des Françaises, alors, je crois pas que les espoirs d'aller très loin soient élevés, mais ce sera intéressant à regarder quand même. Ouais. Ça peut faire une surprise potentiellement à un moment, Peut-être hein, passer un tour, mais hein. Peut-être passer un ouais, tour, hein. Voilà, ça serait déjà bien, quoi. ouais, ouais, Après, ouais. c'est difficile là de juger leur saison parce que
Là, c'est des matchs qui sont très peu diffusés quand on n'est pas aux Ouais. États-Unis, parce que c'est Ouais. vraiment des mid-majors là, hein, donc on est Mm. vraiment Ouais. sur des facs de deuxième rang, hein, voire des fois même de troisième rang, qui vont d'ailleurs Ouais. beaucoup chercher Voilà. des internationales parce que elles Bah n'ont oui. pas le droit d'aller chercher les top lycéennes et encore plus avec les Niles maintenant. Mm. Ouais. Donc du coup, mais voilà, donc ça va être intéressant de regarder un peu au tournoi. Là, moi, j'avoue que je les ai pas vus jouer, donc Mm. c'est difficile de Ouais. les juger. On verra un peu ce que ça donne, mais c'est cocasse de voir ouais, qu'il y en a autant. Il y a une Finlandaise aussi dans l'équipe. Oui, Il y a, j'ai vu il y a ça, plein j'arrive à voir ça. d'internationales dans l'équipe. Ouais. C'est une mauvaise Donc, blague. C'est une française et une C'est une- finlandaise. et, et, et sinon, il y a quand même Théa Cleante qui est à Penn State, quand même, Ouais. qui est quand même, pour le coup, une fac intéressante, hein, donc de la Big Ten, donc qui a Mm. joué en plus des grosses équipes, hein, en plus du Mm. Ouais. fait que depuis 2 ans maintenant que la Pac-12 a été remis en Big Ten, il y a UCLA, il y a tout le monde dedans, Mm. qui fait plutôt une saison correcte, hein. Je pense Mm. que les gens la connaissent peut-être. Elle a joué à Lasvel, elle a été Ouais. formée à Lasvel et elle a joué 1 an en pro à Lasvel l'année Mm. dernière. Elle fait plutôt une saison correcte. Bon, c'est un petit rôle, hein, c'est plus une joueuse off-ball, un peu de 3 points, un peu voilà, un petit volume en attaque, mais qui est plutôt correcte. Moi, je l'ai trouvée plutôt intéressante. Bon, c'est pareil, c'est son année freshman, hein. Elle aussi, elle a fait Mm. le choix d'ailleurs de la NCA, Mm. hein. Il n'y a pas Ouais. que Alicia Tournevis. On n'en a pas trop Non. parlé parce qu'un peu moins Oui, c'est moins médiatisé, médiatisé, ouais. Mm. mais Ouais. voilà. Et elle est quand même dans une bonne fac aussi, hein. Donc Ouais. c'est intéressant. Donc voilà, donc elle fait plutôt une bonne saison. Encore une fois, hein, dans un petit rôle. Et moi, je suis curieux de voir un peu ce que ça peut donner aussi dans le tournoi. C'était quand même une joueuse qui avait une petite cote aussi Mm. chez les jeunes en Mm. France, hein, Ouais. donc quand elle est montée pro, notamment à Lasvel. Donc Ouais. voilà, Lohan qui doit la connaître un peu aussi, Un je petit pense peu. Un forcément. petit peu. Donc voilà, donc c'est intéressant aussi à suivre Penn State. Je pense que ça peut être Ouais. et ça joue pas trop mal en plus. Ouais. Ouais. Et dans des équipes surprises éventuellement ou des profils de joueuses qui pourraient briller parce que médiatiquement Peut-être Vanderbilt. ouais voilà je Ouais. savais je voulais t'orienter un Ouais. peu vers On va Vanderbilt peut-être parce que finir par ça, quoi, tu vois. voilà Ouais, quand même. parce qu'on les a vus aussi on les a vus à Paris. C'est une équipe qui joue très Ouais. très bien cette année, qui est coachée par une ancienne disciple de Gino Auriemma. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire Mm. sur Vanderbilt, qui est une des équipes à suivre dans ce tournoi? Michaela Blex, point. Ah, juste Non, te dira qu'il mais y a un bon collectif et que ça joue bien oui, quand même. évidemment. Mais qui est quand même portée par une joueuse qui est exceptionnelle, Ouais. qui est sœur de Jalen Blakes, qui doit jouer Ouais. professionnellement en Europe à tout endroit. Je ne sais plus exactement ce qu'il fait, mais en Saint Duke, c'est pour ça. C'est Voilà. vrai. Ouais. Donc, joueuse avec un talent offensif hors norme et qui, oui, est de mieux en mieux accompagnée. L'année dernière, elle faisait déjà des perfs, mais là, elle progresse et l'effectif à côté autour, ça attire. Donc, Vanderbilt, ça peut être vraiment un poil à gratter qui pourrait créer potentiellement une petite surprise Elite 8 durant ce tournoi, quoi. Ouais, c'est une équipe, je pense, qui manque un peu de talent quand même globalement, parce que Mm. ça reste quand même une fac un peu en dessous par rapport aux Mm. grandes facs. Mais par contre, voilà, elles ont une joueuse exceptionnelle. Et pour vous donner quand même une idée, elle est en passe, pour le moment, si elle continue sur ce rythme, de dépasser le nombre de points de Caitlin Clark en Mm. NCAA. Un record qui a tenu, je sais plus combien, 45 ans, 50 ans, Ça va. garçons et filles confondus d'ailleurs en plus. Mm. Donc voilà, donc pour le moment, elle est en avance. Bon, on va voir après ce que ça peut se donner, mais voilà, pour vous donner un peu le volume au scoring, et c'est un volume en plus qui n'est pas inefficace hein, du tout. Hein. Non. C'est une joueuse qui va beaucoup au cercle, qui drive, c'est une petite guarde, hein, elle fait 5-8, mais par contre, elle a une envergure de bras, c'est assez dingue, et elle arrive à finir au Mm. panier. Moi, j'adore la défense en plus aussi. Ouais. Malgré qu'elle est petite, elle a des attitudes défensives, du playmaking défensif, l'interception, le contre. Enfin, franchement, c'est incroyable. Et puis, elle est mise dans, je pense que dans peut-être le meilleur collectif de la NCA, c'est-à-dire Mm. que chez Ralph au coaching, elle fait un travail incroyable. C'est tout en mouvement. Il y a beaucoup, beaucoup de déplacements off-ball, etc. C'est une équipe qui est vraiment incroyable à regarder. Et Mm. puis, il y a aussi, là, du coup, la petite freshman, Aubrey Galvan, aussi, qui, je pense, va être en concurrence pour le titre de freshman de l'année, qui l'aura peut-être pas parce que un peu moins médiatisé que certaines autres, que je trouve d'ailleurs un peu trop surmédiatisé, mais c'est un autre débat par rapport à la production. Ouais. Mais bon, on sait comment ça marche. Mm. Donc, elle, je l'aime bien aussi. Bon, elle, par contre, pour le coup, elle est vraiment toute petite. Je crois qu'elle fait 5-6.
Elle nous avait fait bonne et impression à Paris aussi. On avait bien aimé son match. Elle était impressionnante. ouais, ouais. Mais avec des limites, Freshman. du coup, par sa taille, là, pour le coup, Ouais. défensive, parce qu'elle est un peu ciblée défensivement, et Mm. puis c'est beaucoup de tirs, quoi, parce que effectivement, elle a du mal à aller au panier Ouais. du fait de sa petite taille, quoi. Mais c'est une équipe qui est vraiment sympa à regarder. Moi, personnellement, c'est l'équipe que je préfère voir jouer cette année. Ouais. J'ai fait plein de threads tactiques, si ça vous intéresse, sur mon compte Twitter là-dessus, sur tout ce qu'elle met en Je vous le place, mettrai dans la les description. déplacements, Je vous le mettrai dans la etc. description de la vidéo si vous voulez aller voir les trades de Gis Mm. qui sont sur tous les types de matchs qu'il peut regarder. Comme je disais en intro, il y en a beaucoup. N'hésitez pas à les regarder, c'est très 4 par intéressant. jour. Moi, 4 par jour en moyenne. 4 peu près. par demi-journée même. Parfois, c'est Ouais. entre. Et puis une petite Ouais. cesse de Non, 10 non, mais minutes c'est entre les deux. vraiment, Ouais. c'est vraiment. Enfin, je pense que les gens qui aiment bien le mouvement, enfin moi c'est quelque chose que j'adore dans le basket. Après, il y a des joueuses et des joueurs très forts qui aiment bien jouer des isolations et ça marche, hein. Mais moi qui adore le mouvement, c'est vraiment une équipe qui bouge tout le temps, quoi. Et c'est vraiment agréable à voir jouer, quoi. Donc, bah, c'est cool. Je pense qu'elles peuvent faire une surprise parce qu'elles ont cette joueuse-là qui peut, voilà, qui est capable. Franchement, l'année dernière, elle en a mis 51, je crois, dans un match, Mm. et Ouais. elle peut en mettre 50, hein. Enfin, ce genre de joueuse, de scoreuse, bah, quand elles sont dans le bon soir, Ouais. tu l'arrêtes pas, quoi. Donc, Ouais. donc ça peut se tracer on va dire un petit parcours sympa dans le tableau, même si je pense que l'équipe est quand même un peu plus faible que les autres, quoi, On note quand même globalement. Vanderbilt. On note Vanderbilt pour le bracket. Une autre équipe Ouais. peut-être. Duke de Lohan, ça donne quoi chez les filles? Potentiellement. Duke, bah, déjà, à nouveau champion de la conférence, dans la même conférence que Notre-Dame 2 ans de et suite. 2 ans de suite. Hein. L'année dernière, on pensait que c'était une anomalie. Bah non, en fait, vous avez rien compris. Équipe coachée de main de maître par Cara Lawson, nouvelle Ouais. coach de Team USA qu'on ne présente plus, Qu'on adore. évidemment, qui est portée par Taina Mer à la main, qui a fait une progression incroyable cette saison, je trouve. Évidemment, Ashton Jackson, pardon, qui pourra jouer potentiellement une belle place à la draft selon la March Madness qu'elle fait. Et ensuite, bah, suivre encore, évidemment, Toby Fournier, la Canadienne, qui claque un ou deux tomards de temps en temps par match, c'est sympa. Et qui continue de progresser au scoring, même de l'autre côté du terrain, c'est vraiment impressionnant. Donc, aussi là, une équipe un peu poil à gratter, je dirais. De toute façon, coaché Ouais, par Cara Lawson, j'ai aucun doute Ouais, sur tu le peux côté poil à t'arrêter là, je gratter. pense. Ouais. De toute Ouais. façon, c'est ça le truc, c'est qu'elles ont une coach d'exception, donc elles sont Mm. capables. Je vais reprendre ton expression là, chez les garçons que tu parlais, Lohan, ça va être une équipe hyper chiante à jouer. Parce que ça défend dur, parce que Cara Lawson est une maîtresse tactique pour mettre le doigt là où ça fait mal. Et donc je pense que pour le coup, c'est une équipe qui peut faire, voilà, qui peut faire des coups sur un match, quoi. Après, on Ouais. serait sur des séries, j'y croirais pas trop, Non, mais sur un match, ouais, elle va clairement. appuyer sur les bons leviers. Et puis, bah, comme tu l'as dit, je pense que ça passera beaucoup par l'évolution de Toby Fournier, quoi. Ouais. Savoir si elle arrive à produire autant qu'elle produit cette saison, parce que là, ça commence à devenir un profil assez sympathique entre Ouais, la défense et l'attaque. C'est pareil, ça commence à être bien sympa, quoi. clairement. Donc, c'est cool, quoi. Ouais. Ok, maintenant c'est le moment de se mouiller un peu pour terminer ce podcast. L'équipe que vous voyez être championne, est-ce que vous allez jouer la différence et prononcer un autre nom que celui des Connecticut Huskies? Compliqué de dire autre chose. Hein. Yukon pour tous les deux, ou est-ce qu'il y a un risque? Gis, il aime bien jouer un Alors, peu la diff, allez. non, mais la logique voudrait Yukon. Moi, j'ai Ouais. quand même un doute. C'est que quand elles vont arriver contre les 4-5 meilleures équipes du pays, qu'est-ce qui va se passer si une équipe arrive à ne pas perdre le ballon? Parce que Yukon sur demi-terrain, j'ai pas envie de dire que c'est un peu catastrophique, mais c'est pas loin d'être ça, quoi, en fait. Et il y a une équipe qui l'a fait cette saison, c'est Michigan sur une mi-temps. Michigan, en deuxième mi-temps, a réussi à limiter ses pertes de balles et à ralentir le rythme de Yukon en faisant zone notamment. Et ce qui s'est passé, c'est que Yukon a gagné que 3 points ce match. En ayant, je sais plus, 15 points d'avance à la mi-temps. Donc, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un moment sur un match où il va y avoir une équipe qui va arriver à perdre que 7-8 ballons dans le match et du coup, va enlever 50% des points de l'équipe. Et là, je pense que ça va être embêtant. Et c'est là qu'on verra un peu les limites aussi, je pense aussi, tu vois, du fait que Sarah Strong est une joueuse exceptionnelle, mais que ça reste une intérieure.
et que je la vois pas jouer 35 pick and roll dans un match pour jouer tous les ballons et c'est un peu ce qui a débloqué l'année dernière UConn avec Page, quoi. C'est-à-dire que le match de Oklahoma, quand elles étaient dans la difficulté, en deuxième mi-temps, elle a pris les choses en main et elle a collé 29 points en deuxième mi-temps, quoi. Et ça, j'ai peut-être un peu sur demi-terrain et j'ai peut-être un peu plus de mal à le voir pour UConn. Donc, c'est la grande question. C'est est-ce que les adversaires vont arriver à faire le plan qui coupe UConn de leur jeu de transition? Si c'est pas le cas, UConn va être champion. Et si c'est pas UConn, Ouais, et de l'autre côté aussi. Si tu as interdiction de dire UConn, qui tu mets en 2? Bah après, ça dépend, tu vois, mais je pense qu'après, l'équipe la meilleure, c'est UCLA, Okay. je pense. Comme on a dit, tu vois, t'as ce côté aussi Last Dance où t'as 5-6 seniors en fait qui vont jouer leur dernier tournoi. Ils se disent, bah, si on a une chance, c'est maintenant. Ouais. Donc, t'as ce côté aussi mental qui va jouer. Donc, ouais, si c'est pas UConn, ce sera potentiellement UCLA, sûrement, quoi. Je pense que ces deux équipes-là sont au-dessus des autres. Après, tu vois, sur un match, pas d'adresse. Enfin, on connaît bien, c'est l'intérêt de la March Madness. Et puis bon, il y a un gros avantage, je pense quand même aussi à Gino Riema, enfin, au coaching. Ça va, au niveau d'expérience, il en a vu. Bah voilà, Léger. il va pas trop paniquer, quoi. Ouais. Ok, très bien. Merci à tous les deux. Alors, on n'a pas encore les brackets, mais vous pouvez nous proposer vos brackets sur les différents réseaux. Ça sera très instructif. Merci à tous les deux pour ces éclairages, pour avoir, j'espère, incité nos auditeurs à suivre les 2 tournois. Le tournoi des garçons, le tournoi des filles qui va commencer. On vous relayera les résultats, les faits marquants tout au long de ce tournoi-là. Et puis je vous dis à bientôt. On se retrouve, nous, on poste ça lundi, donc vous nous aurez déjà vu lundi le matin, mais on se retrouvera mardi matin pour un CQFR comme d'habitude. Merci Loan, merci Gis, à très bientôt. Ciao, ciao. Salut. Ciao. The game is out there, and it's either play or get played.